Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait 15 ans que j'ai pas dit cette phrase. Je vais pas trop m'étendre en blabla sur j'ai été absent, j'avais plein de taf avec Tom. Il y a notre livre Enquête d'un grand peut-être qui nous demande plein de boulot pour aussi gérer l'entreprise, l'après, etc. Enfin voilà, il y a eu plein de trucs qui ont fait que j'ai pas fait de vidéo depuis pas longtemps, alors que pourtant j'en avais super envie, d'autant plus que plus ça va, plus je deviens un consommateur addictif de YouTube. C'est indécent le temps que je passe à regarder des vidéos, et plus j'en regarde, plus ça me donne envie de faire des vidéos. Sauf que je me suis pas donné le temps de le faire, et voilà, bon là je me suis dit qu'il était temps de revenir. En fait j'en avais tourné une autre que j'ai perdue. Voilà, je dois vous le dire. Et en plus, c'était une vidéo super parce que c'était sur mes 3 meilleures lectures de 2021. Voilà, mais là, on est genre en septembre 2022 quasi. Ça aurait pas de sens de faire une vidéo sur mes meilleures lectures de 2021. Même si en fait, elles sont intégrées à cette vidéo. Je l'ai mis dans le titre normalement, donc vous devez le savoir. Je me suis dit que j'allais faire comme plein de gens font en ce moment, et notamment Alex Bookin en Prada, qui est revenue elle aussi sur YouTube avec une vidéo de ce genre-là, qui est le Mid-Year Freak Out Book Tag. Vous pouvez admirer mon magnifique accent anglais et surtout le boomer que je suis, parce que je reviens sur YouTube avec un tag qui fait ça. Non, c'est n'importe quoi. Le booktube à l'ancienne, quoi. Mais je me suis dit que ce serait sympa parce que c'est un tag, enfin en gros c'est une dizaine de questions qui permettent de faire un bilan de milieu d'année, donc là, moitié 2022, de voir où est-ce qu'on en est. Et moi, ça me permet d'aborder plein de sujets et en fait de présenter plein de livres que j'ai lus récemment, parce que mine de rien, ces derniers mois, j'ai lu un paquet de trucs trop cool. Et aussi, en fait, je vais en profiter pour vous présenter rapidement les fameuses meilleures lectures de 2021 que je devais vous présenter dans une autre vidéo. Là, on va faire d'une pierre deux coups, quoi. Le meilleur de 2021, le meilleur actuel de 2022, les envies, etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plein de bouquins là. Alors, il y a plein de trucs que j'ai pas lu là-dedans, vous allez comprendre avec les questions. Et évidemment, je les ai pas ordonnés, donc va falloir que je défasse toute cette pile pour trouver certains bouquins. Super, bien joué. Merci Nathan. Alors la première question de ce tag, j'essaierai de vous les mettre dans la barre d'infos si j'y arrive. Donc la première, c'est juste le meilleur livre que tu as lu cette année, donc 2022. Alors moi je vais vous présenter, en plus comme je suis un indécis, je vais vous présenter 5 livres, à savoir les 3 meilleurs livres que j'ai lus en 2021 et les 2 meilleurs actuellement en 2022. Donc ça peut évidemment changer d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, je vais pas trop en parler parce que je pense qu'à la fin de l'année, si je tiens le cap, du bois, je referai une vidéo mes meilleures lectures de 2022, mais ça vous permet au moins de faire un premier petit bilan. Vous pouvez noter les livres, comme ça quand vous voulez acheter un truc ou faire des cadeaux, vous pouvez prendre ces deux-là, c'est déjà des valeurs sûres. Voilà. Évidemment, ils étaient tous en dessous. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Alors en 2021, ce qui est intéressant, j'ai vraiment pas fait exprès de faire un petit top différent, c'est que c'est 3 livres vraiment très différents. Donc on a d'abord Loin d'Alexis Michali, qui contre toute attente a été vraiment une de mes meilleures lectures de 2021. C'est un gros pavé, hein, il fait genre 800 pages, c'est de la littérature générale, donc vraiment pas forcément mon genre de lecture habituel. Au début ça partait mal, au début j'aimais pas du tout le style de l'auteur, puis je me suis accroché, et en fait ça vous emmène dans un road trip généalogique à travers l'Europe, toute l'Europe, notamment l'Europe de l'Est, et à travers l'histoire de l'Europe à partir de la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est un truc de la Seconde Guerre mondiale, pardon. C'est un truc de malade parce que ce roman te fait traverser toute l'Europe, te fait traverser l'histoire et te fait traverser l'histoire personnelle des personnages qu'il met en scène. Je parle beaucoup trop vite, moi. Et c'est juste génial. Enfin, les 800 pages, je les ai dévorées. Je me suis pris un paquet d'émotions. C'était vraiment génial. Mon deuxième coup de cœur de 2021, c'est possible que vous en ayez déjà entendu parler de ma bouche parce que je le présente à absolument tout le monde depuis quelques mois. C'est Paradict de Pauline Pucciano chez Gallimard Jeunesse. Ça a été vraiment une grosse claque ce roman. Cette fois-ci on est donc dans de la littérature ado, mais de la SF. En fait on est dans un futur assez proche, genre 2070, quelque chose comme ça. La planète a été ravagée par les catastrophes naturelles, écologiques, par les pandémies. Le régime politique a totalement changé, donc bonne grosse ambiance. Et ensuite 3 personnages, 3 frères et sœurs à différentes sphères de pouvoir. Donc il y en a un qui est inspecteur, un autre qui va rentrer dans les services secrets et une autre qui rentre en politique et qui est sans doute promise à devenir la dirigeante politique de cette société.
Et donc on suit à la fois leurs histoires personnelles et leur histoire de famille, et à la fois l'histoire de cette société, de ce monde post-apocalyptique un peu effrayant, et c'est génial, ça vous fait rentrer dans les cercles du pouvoir, ça vous fait rentrer dans les machinations politiques, ça vous fait vous poser plein de questions sur tout un tas de thématiques, donc évidemment le futur, l'écologie, etc., mais aussi l'intelligence artificielle. Les questions qu'il pose sont vraiment passionnantes. Aussi le multivers, enfin le métaverse, c'est vraiment un roman génial auquel je m'attendais pas du tout, qui est super bien écrit, qui est encore une fois un gros pavé, qui est assez dense, mais si vous avez le courage de vous lancer dedans, il est vraiment sublime. Et le troisième, cette fois-ci, c'est de la fantasy. Alors, on peut l'apparenter à du young adulte, mais normalement, c'est de la fantasy tout court. C'est La mer sans étoiles de... Regardez comme il est beau. De Erin Morgenstern. C'est celle qui avait écrit Le Cirque des rêves. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a genre 10 ans, qui était un roman absolument génial, qui à l'époque avait ébranlé la blogosphère littéraire. C'était l'époque des blogs. Qu'est-ce que je suis vieux. Et c'est un roman magnifique. Je sais pas si c'est peut-être le meilleur que j'ai lu l'année dernière. Ce roman, il m'a complètement bouleversé. C'est sur un jeune qui va se retrouver dans un autre monde à cause d'une porte magique, mais ce monde il est un peu mêlé au nôtre, et en fait ce monde réunit toutes les histoires, et il va se balader là-dedans, il va se rendre compte que son histoire est liée à ce monde-là, il va rencontrer des personnes qui vont changer sa vie, et surtout c'est un roman qui parle de la force des histoires, de qu'est-ce qu'il y a après les histoires, est-ce qu'elles se terminent ou pas, enfin c'est juste merveilleux ce roman. Faudrait que je lui consacre toute une vidéo, que je me replonge un peu dedans. Enfin, j'ai noté 1 milliard de citations. Ce livre, c'est juste une grosse claque littéraire. Donc, à lire absolument. Vraiment, absolument. Et en 2022, il y en a 2 pour l'instant. Il y a d'abord eu L'honneur de Zacharia d'Isabelle Pandazopoulos chez Gallimard Jeunesse, qui est un roman pour le coup assez court sur... Allô ? Donc L'honneur de Zacharia d'Isabelle Pandazopoulos, qui est un roman pour le coup assez court sur un jeune qui va être jugé pour meurtre. Tout l'accuse, et il semble vouloir... Enfin, tout l'accuse, et en même temps, tout semble vouloir montrer que c'est pas vraiment lui le coupable, mais lui se mure dans le silence. Et il ne va rien faire pour se défendre. Et donc tout le roman, c'est son histoire, c'est une histoire de flashback aussi, c'est un roman sur la vérité. Il m'a mis une grosse claque ce roman, donc je pense que je vous en reparlerai dans l'année, mais c'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai lu cette année. Et le dernier, il est assez récent parce que j'ai lu pendant les vacances d'été, je l'ai dévoré en 2 jours sur la plage, alors qu'il fait genre 500 pages. C'est Cemetery Boys, je sais pas si je le dis bien, d'Aiden Thomas, chez Naos. Donc c'est un roman plutôt young adulte de fantasy. Il vous emmène dans la mythologie plutôt mexicaine et toute leur tradition autour de la mort. Et donc ça mêle la fantasy à la réalité. Et ce qui est hyper malin, c'est que c'est une manière aussi de parler de transsexualité, d'homosexualité, d'identité, mais tout ça de manière vraiment très subtile et vraiment très forte. Et moi, ce roman m'a fait ressentir tout un tas de choses, et puis surtout c'était, je pense, le premier roman que je lisais où le personnage était trans, et c'était pas tellement le sujet, même si en fait ça l'est quand même. Bon, c'est un peu flou, mais je pense que, encore une fois, je vous en reparlerai. Je pense qu'il faut que vous le lisiez surtout, et enfin moi j'ai vraiment trop kiffé ce bouquin, et je vais en reparler plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Les titres sont à l'envers, bien joué. La deuxième question, c'est la meilleure suite que tu aies lue cette année. Alors, j'ai pas lu énormément de suites, puisque je suis plus forcément un très grand lecteur de saga, mais il y a quand même... Il y a quand même un truc dont je vais d'ailleurs bientôt vous parler, je pense aussi en vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Mais c'est que je me suis enfin lancé, après 20 ans, je sais, 20 ans après tout le monde, dans la lecture des romans de Pierre Bottero. Oui, je les avais pas lus. Et donc j'ai commencé ça là dans l'été, et là j'ai bientôt fini les 2 trilogies d'Ewilan. Vous voyez, je suis vraiment à la toute fin de Ewilan, donc c'est un peu gros coup de cœur pour la saga entière, donc c'est pas que la suite, mais vraiment tout Ewilan, c'est trop bien. Et là je suis donc dans le dernier tome des Mondes d'Ewilan, qui est une tuerie, enfin, dans tous les sens du terme d'ailleurs, mais c'est vraiment hyper intriguant d'ailleurs, parce que tous les tomes sont des vrais page-turners que t'as pas envie de quitter, et chaque fin de chapitre te donne envie de lire la suite. Mais ce 3e tome, il est plus long, il est plus sombre, il est plus dense, il est assez différent des autres, et en même temps il est tout aussi efficace, et enfin il est assez magistral en fait.
Et Willan, c'est vraiment super bien. Donc si, comme moi, vous avez honteusement jamais lu Pierre Bottero, bah il faut. La troisième question, c'est la nouvelle sortie que tu souhaites lire. Alors, il y a pas mal de livres que je repère et que je mets dans mes applis et tout, mais je les ai pas forcément tous en tête. Mais là, avant la vidéo, j'ai quand même été un peu fouillé et il y en a un qui m'intrigue pas mal depuis qu'il est sorti. Il a dû sortir il y a 1 ou 2 mois et tout le monde en parle. C'est Rainbow Apocalypse, c'est Rouergue. J'ai lu des super avis. Je sais que Lucie Cosmala, je crois, l'a beaucoup aimé. Donc ça m'intrigue énormément. C'est un roman, je crois, de fantasy, peut-être post-apocalyptique à base de licorne, mais plutôt dark. Enfin, la couve est juste dingue, je vous la mets là. La couve vraiment parle d'elle-même. Et c'est très kitsch, mais ça a pas l'air kitsch, ça a l'air vraiment dément. Donc j'ai très envie de le lire. Vous l'avez lu? Et la quatrième sortie, c'est un peu lié, c'est la prochaine... la quatrième question, c'est la prochaine sortie que tu attends. Et là, alors en fait... Je suis désolé, ça va faire un mec qui se la pète, mais en fait j'ai reçu plein de trucs qui sortent bientôt que j'ai grave envie de lire. Donc je vous les ai réunis et je vais vous en montrer quelques-uns. Enfin, je vous en ai réuni 3 en fait. Les Éblouis, le nouveau roman d'Eileen Mancho qui a écrit La Dernière Marée, mais aussi Ogresse. Donc ça c'est son nouveau qui est chez Sarbacane. Il est juste sublime, donc j'ai trop hâte de le lire. Il y a évidemment, c'est ma prochaine lecture d'ailleurs, le nouveau Clémentine Beauvais, Les Facétieuses. Encore une fois, la couve est sublime, j'ai trop hâte de le lire. Il paraît qu'il est assez particulier, mais il a l'air vraiment incroyable. Et j'ai aussi reçu La prophétie des sœurs serpents d'Isis Labo Caberia aux éditions Slalom. Alors moi Slalom j'en ai lu aucun je crois, quasiment, alors qu'ils ont l'air de faire que des trucs démentiels en ce moment. Donc il faut vraiment que je me penche sur leur production. Mais celui-là j'en avais entendu parler notamment sur le compte de la bouquetillaise, parce que c'est un roman, alors c'est un roman fantastique mais qui parle de sororité et qui s'inspire, si je ne m'abuse, des mythologies caribéennes et notamment martiniquaises. Donc ça a l'air assez nouveau en littérature ado et j'ai trop hâte de le lire. Puis la couve est assez sympa aussi. Voilà, le bureau est déjà dans un bordel monstre. Ça, évidemment, vous savez quoi, on va refaire une jolie pile. Alors la question 5, elle est un peu plus dure, c'est la plus grosse déception littéraire de l'année. Alors il y a un livre cette année que j'ai abandonné, mais j'en ai pas lu beaucoup de pages, enfin j'ai lu même pas 100 pages de ce livre, donc j'ai pas trop envie de vous en parler, parce que par ailleurs il a de bons avis, donc désolé de faire ce suspense inutile, mais j'ai pris un livre que pourtant j'ai vraiment aimé, qui est Sous les paupières de Claire Paumet et Pauline de Tarragon aux éditions La Ville Brûle. Alors, je le mets dans cette catégorie déception, mais pourtant je l'ai quand même beaucoup aimé. Et surtout, j'ai adoré le dessin de Pauline de Tarragon. Je le trouve hyper mignon et vraiment très chou. J'adore les couleurs, le style, les petits personnages. En plus, je trouve la couverture assez sympa, puis avec les petites étoiles qui brillent et tout. Enfin, je trouve que graphiquement, il est vraiment très chouette. Mais j'avoue que donc Pauline de Tarragon, elle est aussi chanteuse sous le pseudonyme Pyjama, sa musique est assez chouette. Et Claire Paumet, c'est la chanteuse Pomme, que vous connaissez certainement, qui est une chanteuse que j'adore. Et j'avoue que j'ai pas du tout aimé son texte. Je suis désolé. Enfin, je trouve l'univers mignon, sympa. Je vois où elle voulait aller. On voit à la fois les idées qu'elle a voulu amener. Je dirais pas que c'est didactique, mais... on la voit venir en fait. Et par ailleurs c'est un livre où vraiment il se passe rien. Alors moi j'ai aucun problème avec ça, j'adore les livres où il se passe rien et où juste c'est le quotidien, c'est contemplatif, etc. Je pense par exemple à Björn qui est un de mes albums préférés, mais celui-là en fait il se passe rien et c'est juste une description d'un monde que rêve la petite fille. Et du coup, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Et même si c'est bien écrit dans le sens où c'est fluide et mignon, encore une fois, et d'ailleurs ça se marie plutôt bien avec le dessin de Pauline de Tarragon, et ben c'est... je sais pas, j'ai pas retrouvé la qualité d'écriture de Pomme. Enfin, je trouve qu'elle aurait dû peut-être beaucoup plus partir d'une plume comme celle qu'elle écrit dans ses chansons. À mon avis, ça pourrait super bien se marier avec la littérature jeunesse. Mais là, j'étais assez déçu en fait. J'avoue. Et à l'inverse, la 6e question, c'est ta plus grosse surprise littéraire de cette année. Alors là, je vous en ai choisi 2 parce que je savais pas trop lequel et puis je voulais présenter les 2 parce que je les ai vraiment beaucoup aimés. Donc il y a d'abord Amande
qui est chez PKJ de Won Pyong-son, j'espère que je le dis bien. Il y a marqué le roman best-seller coréen, c'est le roman préféré du groupe de K-pop BTS, il s'en est vendu des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde. Donc voilà, j'en attendais pas forcément énormément, notamment à cause de tous ces arguments commerciaux. Je me disais pas parce que c'est pas à cause de ces arguments-là c'est pas parce qu'il y a tous ces arguments-là que ça serait forcément un bon livre. Et par ailleurs, j'en ai pas entendu que du bien, parce que c'est sur l'histoire d'un personnage qui a une pathologie particulière parce qu'il ne ressent aucune émotion. Donc on m'avait dit notamment que le livre était dénué de toute émotion du coup, ce qui est un peu embêtant quand même dans une lecture. Moi en tout cas, c'est vrai que moi aussi je lis pour ressentir des choses. Et en fait, des choses, j'en ai ressenti plein. On s'attache énormément au personnage. L'écriture est certes assez épurée, mais du coup assez puissante, je trouve. Et ouais, je trouve que c'est là où l'auteur est fort, justement. C'est parce qu'il arrive à nous faire ressentir un paquet de choses avec un personnage qui en ressent peu. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Et je trouve qu'il mérite son succès, en fait. Et puis, il fait 300 pages, mais... c'est écrit gros et tout, quoi. Il se lit vraiment très vite. Donc, si vous voulez un petit page turner comme ça, c'est cool. Et un peu dans la même veine, on a LX18 chez Gallimard Jeunesse. Alors, j'ai reçu ça, je savais pas que j'ai. Enfin, vraiment, juste comme ça, il est arrivé dans ma boîte aux lettres, donc je l'ai ouvert. C'est l'auteur qui avait remporté en 2018 le concours du premier roman Gallimard Jeunesse, donc celui par lequel a été révélé. Christelle Dabos pour La Passe Miroir. Donc pour Norman n'a pas de super pouvoir, mais moi je l'ai pas lu. Donc LX18 m'a intrigué malgré le fait que sa couve soit très très moche. Et en fait, on est donc LX18, c'est un personnage, c'est un soldat. En fait, on est dans un monde un peu parallèle au nôtre, enfin dans un avenir assez proche où on est en guerre et on a créé des altérés, donc c'est des humains à qui on a enlevé toute émotion et puis tout sens de famille, de société, etc. pour qu'ils partent à la guerre et ainsi dénués de toute attache sociale et de toute émotion, ils peuvent faire la guerre plus facilement. Sauf que là, la guerre est finie, les altérés doivent être réintégrés à la société, LX18 va donc rejoindre un lycée comme beaucoup de ses congénères, et c'est son histoire qu'on va suivre. Et encore une fois, avec un personnage qui au départ ne ressent aucune émotion, on en ressent finalement énormément, et c'est un roman qui parle d'humanité, qui parle de guerre et de paix, qui parle de la société, de comment on est en société, de comment de l'autre aussi, de comment on se confronte à l'altérité, comment on se construit, etc. C'est vraiment un roman qui m'a mis une grosse claque, alors que je m'y attendais pas du tout, donc je vous le recommande. Je parle beaucoup de claques là, j'aime bien me mettre des claques en littérature, chelou. Alors, nous poursuivons avec la question 7. Ton nouveau crush littéraire cette année? C'est très simple. Je pense que c'est Julian dans Cemetery Boys. Lisez-le, vous comprendrez. Ton nouveau personnage préféré? Alors, j'ai fait un petit détour pour cette question parce que c'est pas vraiment un nouveau personnage préféré. Et par ailleurs, c'est pas forcément ces personnages en particulier, mais je voulais vous montrer Le Rocher tombé du ciel, qui est un album de Jon Klassen, qui est un de mes auteurs d'albums jeunesse préférés. Et en fait, j'adore systématiquement ces personnages qui sont toujours super drôles, avec des trognes toujours un peu ahuris, et avec des yeux finalement quand même très expressifs. Et je trouve que c'est tout le talent de l'auteur, c'est avec un style assez particulier, donc avec des couleurs comme ça assez ternes, etc. Et avec pareil un texte très très épuré et des dialogues très courts. Il arrive à donner vie à ses personnages avec énormément de malice, avec énormément d'humour, et l'univers de Jon Klassen est vraiment très très chouette, et ses personnages sont toujours très rigolos. Donc je me suis dit que c'était une bonne question pour parler un peu d'un nouvel album jeunesse que j'adore. La question 9, c'est le livre qui t'a fait pleurer cette année. Alors là, je vous en ai pris un qui a d'ailleurs gagné le prix Babelio dans la catégorie jeunesse, qui est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler, puisque l'auteur est très présent sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'il a créé la librairie Le Renard Doré, qui est une librairie spécialisée en manga et culture japonaise à Paris, qui est une super chouette librairie. Et c'est illustré par Sanoé, qui est aussi, je crois, assez présent sur les réseaux sociaux et qui a un style absolument merveilleux. Attendez, je vais essayer de vous trouver une illustration. Voilà, c'est trop beau.
j'adore. Et en fait, c'est l'histoire d'un libraire qui a une librairie dans laquelle les habitants de la forêt peuvent venir déposer un livre qu'ils ont écrit. Donc voilà, ils le déposent et ensuite les clients peuvent venir acheter n'importe quel livre, qui sont donc des livres uniques. Et un jour, Ferdinand Taupe vient voir le libraire, qui est donc le renard, en lui disant qu'il a déposé un manuscrit dans sa librairie et qu'il a besoin de le retrouver parce que c'est ses mémoires. Et lui, il est atteint de la maladie de l'oubli-tout et qu'il a besoin de ses mémoires pour retrouver ses souvenirs et notamment pour retrouver l'identité d'une taupe qui est sur des photos avec elle, mais il ne se souvient plus qui est cette taupe. Donc Archibald, le renard, se rend compte qu'il a vendu le manuscrit la veille et ils vont partir tous les deux à travers la forêt pour essayer de retrouver le mystérieux acheteur de ce manuscrit, et donc pour retrouver le manuscrit. C'est un roman très très mignon d'abord, mais aussi très 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 émouvant, malgré le fait que ce soit justement adressé à des enfants et malgré le côté très mignon de son univers, il aborde des thèmes très forts comme donc la maladie d'Alzheimer qui s'appelle l'oubli-tout dans le livre, c'est d'ailleurs beaucoup plus joli, la vieillesse, les souvenirs, la transmission, la famille, enfin c'est un roman vraiment magnifique qui tire vraiment la larme vers la fin du livre et qui est très 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 joli à lire. A l'inverse, la question 10, c'est le livre qui t'a rendu le plus heureux cette année. Alors je sais pas si c'est lui qui m'a rendu le plus heureux, mais je voulais encore une fois vous parler d'un album. Et c'est Un endroit merveilleux de Cecilia Ekila aux éditions Cambourakis, qui est un album très 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 mignon sur un petit ours qui va partir avec son grand-père. Donc son grand-père lui raconte que quand il était petit, il est parti dans un endroit sauvage, un endroit merveilleux qui se situe de l'autre côté de la mer, entre des montagnes de glace et des lacs sans fond. Et du coup, il décide d'emmener son petit-fils là-bas pour aller le voir. Donc ils partent à l'aventure tous les deux. Les dessins sont absolument sublimes, les personnages sont adorables. Enfin vraiment tout est un vrai délice et c'est une histoire encore une fois qui parle de transmission entre ce grand-père et ce petit ours. C'est un album très apaisant où on voyage, où on voit de beaux paysages et où on a envie nous aussi d'aller à cet endroit à l'autre bout du monde où visiblement la grandeur des paysages nous fait juste contempler ce qu'il y a à l'intérieur de nous et les gens qui nous entourent. Et enfin, c'est vraiment un album qui met du baume au cœur, qui est un petit peu triste et mélancolique d'un côté, et en même temps qui fait beaucoup de bien. Donc, juste trop trop beau. Il nous reste 2 questions. Donc, la 11e, c'est le plus beau livre que tu as acheté ou reçu cette année. Ça, c'est très simple, parce que c'est un livre que j'ai acheté il y a 1 ou 2 semaines seulement, au moment où je tourne cette vidéo. C'est L'ascenseur occupe la 501, qui est un livre de Sophie Calle. Alors, j'ai pris celui-là assez aisément parce qu'en fait, c'est un livre d'art. Donc forcément, c'est un très beau livre. Sophie Calle, c'est une artiste contemporaine qui fait notamment de la photo. Alors, j'essaierai de filmer plutôt des morceaux du livre plutôt que de vous le montrer comme ça, même si j'aurais bien aimé vous montrer quand même quelques photos. C'est un livre très très beau et en fait l'histoire de ce livre, c'est que j'ai été au musée d'Orsay en juin à Paris, c'est la première fois que j'y allais d'ailleurs, et il y avait cette expo de Sophie Calle, une toute petite expo que j'ai été voir avec Tom et on est rentré dans cette expo et donc Sophie Calle raconte que dans les années 80 je crois, au détour d'une balade à Paris, elle a découvert un endroit qui était l'ancien hôtel d'Orsay. Donc je ne sais pas si vous savez, mais le musée d'Orsay avant c'était une gare et en fait il y avait un hôtel juste à côté de cette gare où les voyageurs pouvaient aller et donc elle s'est retrouvée par hasard dans l'hôtel abandonné. Donc dans l'expo il y avait plein de photos de l'hôtel abandonné que je trouve très belles. Enfin, moi je sais pas, ces lieux abandonnés, je trouve que ça fait toujours quelque chose, une émotion particulière. Et par ailleurs elle a aussi collecté, donc ça aussi c'était dans l'expo, plein de petites notes qui étaient faites, certaines à un certain Odo qui était certainement un peu l'homme à tout faire de l'hôtel, des notes aussi, des espèces de relevés d'électricité ou quoi, des notes de tous les gens, donc des noms des fiches de tous les gens qui sont passés à l'hôtel. Donc elle a aussi essayé de retrouver l'identité de certains. Donc voilà, elle a aussi fait des collages et des encadrements de toutes ces petites notes. Il y avait une frise avec tous les numéros des chambres qu'elle a récupérés dans cet hôtel. Enfin voilà, elle s'est mise à récupérer tout un tas de trucs et elle venait régulièrement dans cet hôtel qu'elle a gardé secret pendant longtemps, jusqu'à la fin où elle a finalement emmené ses amis, mais au départ c'était un peu un endroit à elle. Et ensuite elle raconte que finalement des ouvriers sont arrivés dans cet hôtel, qu'ils ont commencé à refaire le lieu, donc elle a dû le quitter définitivement. Puis ce lieu est devenu une partie du musée d'Orsay. En fait c'est notamment là qu'il y a la galerie des impressionnistes, la fameuse. Et elle est revenue pendant le confinement prendre
pendant que le musée était vide, prendre des photos de sa galerie des impressionnistes. Donc il y a aussi des photos de ces tableaux sans personne et des tableaux un peu plongés dans la pénombre, etc. Et voilà, donc c'est une expo assez courte, mais moi quand j'en suis... En fait, je vais de temps en temps au musée, en voyage ou quoi, j'aime bien aller visiter des musées ou alors certaines expos de temps en temps à Paris. Mais jamais, en sortant d'une expo, j'avais ressenti une telle émotion. Notamment, je pense, parce qu'en fait, elle avait une manière de raconter la chose, Sophie Calle. J'avais vraiment l'impression qu'on m'avait raconté une histoire. Et j'avais trouvé ça super beau. Et puis, ça parlait du temps qui passe et en même temps des mystères qu'il y avait dans cet hôtel. Et qui eux-mêmes, enfin, cet hôtel semblait lui-même raconter une histoire. Et en même temps, il raconte aussi un peu l'histoire de toutes les vies qui sont passées par... Enfin moi ce genre d'hôtel ça m'a toujours un peu fasciné j'avoue. Donc l'expo m'a vraiment fait quelque chose de très très fort. Et du coup bah, pour la première fois, parce que normalement j'achète pas les livres là notamment parce qu'ils coûtent cher en fait. Bah là j'ai vraiment eu envie de l'acheter parce que je voulais garder le souvenir de cette expo magnifique. Et puis bah, ça va me permettre de replonger aussi dans l'expo à travers ce livre. Donc je suis super content d'avoir acheté ce livre. Et voilà, si l'art vous intéresse et si vous aimez bien qu'on vous raconte des histoires, bah, je pense que ça pourrait vous intéresser ce travail là de Sophie Calle. Voilà, et nous allons donc pouvoir passer à la dernière question, la 12e. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dans faire les numéros avec les mains. Je les rajouterai peut-être au montage surtout. Ou au pire, on s'en fiche des numéros. Bref, la dernière question, c'est le livre que tu veux lire avant la fin de l'année. Donc là, j'ai pas trop de prévisions. J'ai juste gardé un livre qui sort à la rentrée, qui est aussi une nouvelle parution. Donc j'aurais pu le mettre au début, mais je voulais le mettre là pour le mettre un petit peu en avant. C'est Émergence 7. C'est un livre qui sort aux éditions Actes Sud Junior, qui est écrit par Vincent Mondiaux. Vous le connaissez peut-être pour certains de ses romans, notamment Nightwork. Et il avait, je ne sais plus pour quel roman, il a eu le prix Vendredi, donc, qui est un peu le prix Goncourt de la littérature ado. Et en fait, c'est un roman illustré, qui est illustré par Enora Sabi. Alors, personnellement, je connais Enora Sabi. Mais en fait, j'adore son travail, donc, que je suis depuis un moment. Donc, j'étais hyper heureux d'apprendre un jour qu'elle allait sortir un livre. C'est donc son premier livre, donc vraiment, si vous voulez la soutenir en plus, c'est grave l'occasion. Et surtout, ce que je trouve génial, c'est que en fait, tout le roman illustré. Il n'y a pas une seule page blanche. C'était vraiment leur projet à eux deux. Et puis je trouve que le style, enfin moi j'adore le style avec des personnages à la fois très mignons et très attachants, presque naïfs alors que le sujet n'a pas du tout l'air de l'être. Et je trouve ça vraiment très beau. La gestion de la couleur et de la lumière a l'air assez incroyable. Donc bah, j'ai trop hâte de le lire et je pense que je vais essayer de le lire là, soit avant qu'il sorte ou en tout cas avant la fin de l'année, parce que je pense que ça va être un chouette moment. Voilà, c'est tout. Je mets des guillemets puisque je pense que j'ai tourné une bonne demi-heure pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. J'espère que ça vous aura donné de chouettes idées de lecture. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous tentent particulièrement dans tout ce que j'ai présenté. Et surtout, n'hésitez pas à me dire vous, c'est quoi votre bilan de milieu d'année. Et notamment, là, c'est quoi le meilleur truc que vous avez lu jusqu'à maintenant, 2022. Ça me donnera peut-être des idées de lecture, même si évidemment des idées de lecture, j'en ai 40 000. Mais voilà, je serais trop content de lire vos petites recommandations en commentaire. J'ai trop hâte de vous reparler en commentaire, parce qu'il y avait méga longtemps que je ne suis pas venu par ici. Et voilà, je vais essayer de refaire des vidéos régulièrement. Alors, on va au moins partir sur genre une vidéo par mois, un truc comme ça, soyons réalistes. Parce que sinon ça va être n'importe quoi. Je vais essayer de pas trop me mettre la pression, notamment sur le montage, pour commencer par faire des choses simples, parce que sinon je vais y passer 15 ans et la vidéo va jamais sortir. Et je me disais aussi que j'allais peut-être faire des vlogs lecture ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est des formats que vous aimez bien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ou s'il y a des trucs que vous avez envie de voir en particulier. Voilà. Je sais plus faire, hein, c'est bizarre. Bref, n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, tout ça, vous savez, c'est le jargon de youtubeur, mais là, moi, je pense que l'algorithme, il m'a carrément oublié, donc ça peut toujours faire plaisir. Salut tout le monde!